Bien, bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de discussion numéro 7. Voilà, un petit peu comme d'habitude, on va essayer de mener une discussion autour de plusieurs thèmes. Donc aujourd'hui, les 4 thèmes proposés, enfin les thèmes auxquels j'ai réfléchi avant de faire cette vidéo, sont les suivants. Donc schizophrénie, communication, crise et paradoxe. Voilà, donc j'avais envie de... Ça faisait un petit moment déjà que je réfléchissais à comment présenter la schizophrénie, en tout cas de moi ce que j'en connais. La schizophrénie, alors je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça vient du grec schizophrénie, je pense que c'est esprit scindé ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas vérifier, mais il me semble que c'est ça. Esprit divisé, esprit scindé. Voilà, et donc la schizophrénie est très très souvent associée à la folie. Voilà, la schizophrénie, on peut observer que c'est assez facilement que c'est un mot qui fait peur. De par les représentations qu'elle véhicule, notamment justement par rapport à la folie, parce que bon, la folie, ce qu'il faut comprendre, c'est que la folie, ça renvoie à l'idée qu'on n'est plus un être humain, qu'on est, voilà, ça renvoie à l'idée quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est plus maître de lui-même et qui du coup perd sa raison, perd la raison, voilà, c'est ça. Être fou, c'est, on dit, quelqu'un qui a perdu la raison, voilà, qui perd la raison, quelqu'un qui est fou, voilà. Et c'est souvent associé donc à la schizophrénie. En psychiatrie, on utilise ce terme schizophrénie, la schizophrénie, donc qui est enfin, encore une fois, de ce que j'en connais, je suis pas forcément spécialiste. Bon, je suis en train de travailler cette question-là, mais bon, je suis pas forcément spécialiste, donc excusez-moi d'avance si je dis des bêtises. Pour les spécialistes qui regarderaient cette vidéo, enfin les gens qui travailleraient plus dans le domaine, enfin davantage que moi en tout cas. Voilà, donc la schizophrénie, bon, c'est un tableau clinique d'abord, voilà. Enfin, il y a toute une série de symptômes qui permettent d'un moment donné de diagnostiquer une schizophrénie. Voilà. Donc moi, ce que j'avais envie de parler aussi, c'était davantage de la fonction de la schizophrénie. Mais moi, je m'intéresse par rapport à mes recherches, on va dire. Je m'intéresse beaucoup à la fonction de la schizophrénie. La schizophrénie a une fonction donc dans un contexte. Quelqu'un qui est schizophrène, ça a une fonction par rapport à son contexte dans lequel il vit. Voilà, bon, donc la schizophrénie, on va quand même en dire deux mots par rapport aux symptômes, etc. Donc il y a de multiples symptômes, comme je vous disais tout à l'heure. Donc il y a souvent l'idée des hallucinations, des délires. Le fait que quand il y a schizophrénie, il peut y avoir aussi à un moment donné, parce que quand en fait le schizophrène ressent énormément de choses de manière très violente, il est très sensible. Le schizophrène, c'est quelqu'un de très très sensible, et il reçoit les choses, les émotions, etc. Il les prend en pleine poire, et il sait pas enfin ça devient tellement ingérable que c'est extrêmement violent. Et du coup, un des mécanismes de défense du schizophrène, ça va être ce qu'on appelle le repli autistique. Donc voilà, ça va être de se replier, de se couper du monde pour éviter d'être confronté aux autres, de par le fait que les autres lui renvoient des émotions, des sentiments, etc. très très violents, de manière très très violente, et dont il ne sait pas quoi faire, où c'est complètement... il est complètement submergé par ses émotions, ses sentiments, et on n'arrive plus à faire la distinction entre ses sentiments, ses propres émotions, et celles des autres. Et, enfin voilà, et où il a aussi le sentiment qu'on parle de lui. Enfin voilà, il y a aussi tout un volet paranoïaque, on va dire. Voilà. Il est
convaincu qu'on parle de lui, etc., qu'on parle dans son dos, que ça tout est interprété. Enfin, le schizophrène interprète absolument tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit. Par rapport à, encore une fois, à sa vision du monde, bon, comme tout un chacun finalement, sauf que là c'est accentué de manière très brutale, et où c'est tellement envahissant que ça le gêne dans sa vie. Enfin voilà, c'est très très gênant socialement, etc. Enfin, c'est très parasitant. Voilà. Donc sachant, donc l'idée aussi du schizophrène, c'est que c'est quelqu'un qui est morcelé, c'est-à-dire que il navigue, c'est quelqu'un qui navigue d'une réalité à une autre. Enfin voilà, comment dire, pas une réalité, d'une identité à une autre. Quelque chose comme ça. En tout cas, encore une fois, c'est de ce que j'en connais, là. Je dis peut-être des bêtises. Voilà, et il n'y a pas d'unité en fait. Voilà, il est morcelé. Et il est incapable, il peut pas du tout faire un travail d'unification entre guillemets avec tous ces morceaux. Et il est un peu comme un miroir brisé. Enfin, moi j'aime bien l'idée du miroir brisé pour le schizophrène, c'est une image assez parlante. Il est un peu comme une image brisée. Enfin, moi je me souviens qu'il y a quelques temps je faisais un peu cette comparaison pour différencier le schizophrène de la personne autiste de la personne normale. La personne entre guillemets normale, pour moi c'est un peu comme une boule de flipper finalement qui se reflète et qui est unifiée. Voilà. Le schizophrène c'est davantage la boule disco, voilà, la boule disco, sauf qu'à la différence que c'est beaucoup plus désorganisé qu'une boule disco, parce que la boule disco c'est encore les facettes sont encore assez relativement organisées. Là ce serait plus une boule avec des multiples facettes mais complètement fissurée de manière anarchique. Voilà, pour définir ce que c'est la schizophrénie, moi j'aime bien cette image là, la boule disco fissurée dans tous les sens. Voilà, et l'autiste, et en lien aussi avec la schizophrénie, puisque finalement il y a dans ce mécanisme de défense que je disais tout à l'heure, le repli autistique. L'autiste, pour moi c'est quelqu'un qui a pas de... il peut rien renvoyer, enfin, voilà, qui est enfermé dans son monde complètement et qui est complètement replié sur lui-même, et où communiquer devient impossible parce que si c'est possible, ça prend une forme tellement incompréhensible pour les autres que on n'arrive pas à communiquer, quoi. Enfin, voilà, la personne autiste a beaucoup de mal à communiquer. Voilà. Donc le repli autistique, pour en parler, puisqu'on parle de l'autisme par rapport à la schizophrénie, le repli autistique, ça a effectivement un mécanisme de défense extrêmement puissant. Et du coup, il peut arriver, du coup, le schizophrène se replie et se réfugie dans son monde intérieur. Voilà. Alors si j'en parle comme ça, alors, entre guillemets, de manière si bien, je sais pas si j'en parle bien, mais en tout cas, j'en parle de cette façon, parce que moi-même j'ai le sentiment d'avoir vécu une schizophrénie à un moment donné dans ma vie. Voilà, qui pour moi justement avait une fonction dans ma famille, dans mon fonctionnement familial. Et enfin moi l'idée de faire cette vidéo, c'est aussi de dénoncer finalement la condamnation, enfin de condamner le schizophrène en disant d'avance il guérira pas, quoi. Voilà. Donc d'ailleurs à ce sujet, là j'avais préparé, je voulais vous montrer, vous parler d'un livre qui vient de sortir, qui est sorti le 15 janvier dernier, voilà, 2014, d'une psychologue norvégienne qui s'appelle Arnhild Loveng, qui a écrit un bouquin. Alors moi ce que j'ai vécu à côté d'elle, c'est du flan, on va dire ça comme ça. Ce qu'elle a vécu, c'est vraiment quelque chose, un parcours hallucinant. Voilà, et qui témoigne, donc dans ce livre, je vais vous le montrer d'ailleurs, je l'ai là, voilà, Arnhild Loveng, Demain j'étais folle, un voyage en schizophrénie, qui témoigne de son voyage en schizophrénie, de son voyage au pays de la folie, enfin, qui est un témoignage extrêmement bouleversant. Enfin, j'ai trouvé en tout cas moi ça a fait beaucoup résonance avec ma propre histoire. Et où elle explique toute
la difficulté de pouvoir s'en sortir, parce qu'effectivement il y a une forme de condamnation du schizophrène, et où on lui demande finalement de renoncer à ses rêves, on lui demande de... et où elle se bat comme elle peut avec ses armes, enfin voilà, parce que bon, la schizophrénie, de ce que j'ai compris, grâce justement à son livre aussi, enfin voilà, merci Arnild d'ailleurs au passage, de m'avoir fait comprendre aussi beaucoup de choses par rapport à ce que moi j'ai pu vivre. Elle explique, enfin voilà, où finalement la schizophrénie, on comprend que ça devient, notamment dans les milieux hospitaliers, psychiatriques, etc. La schizophrénie devient un moyen de communication, en fait. C'est-à-dire que c'est un langage qui permet aux schizophrènes de se faire entendre. C'est-à-dire que s'ils commencent à utiliser un langage normal, entre guillemets, une communication normale, on n'en tient pas compte. On n'en tient pas compte parce que on le réduit à sa schizophrénie, à sa maladie, on le traite pas normalement comme un être humain, voilà, comme tout un chacun. Et du coup, le langage schizophrénique, donc les hallucinations, les délires, etc., ça devient un moyen de pouvoir communiquer avec les autres. Voilà, puisque sans communication, effectivement, au bout d'un moment, les êtres humains, ils sont ce qu'ils sont, on est des êtres de communication. Si on communique pas, on devient fou, justement. Enfin voilà, on peut devenir fou à ne plus communiquer, à ne plus pouvoir communiquer. Et le paradoxe, donc là on en revient au deuxième thème, enfin un des thèmes de cette vidéo. Le paradoxe, c'est que le schizophrène en psychiatrie, il doit communiquer de manière telle qu'on renforce son tableau clinique, mais parce qu'en réalité il peut pas faire autrement, voilà, parce que il y a une boucle qui se boucle dans le diagnostic. Pourquoi j'entends des voix? Parce que t'es schizophrène, enfin voilà, donc pourquoi t'entends des voix? Parce que t'es schizophrène, et t'es schizophrène, donc t'entends des voix, enfin donc la boucle se boucle au niveau du diagnostic, et du coup ça devient très très complexe pour ces gens-là de s'en sortir, puisque on les condamne, quoi. Voilà, on les condamne. Bon, alors heureusement, justement, le livre d'Arnild, moi je le trouve vraiment, vraiment génial, parce que c'est aussi un message d'espoir énorme par rapport à cette maladie, puisque voilà, elle est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir. Alors moi je dis pas que je suis une preuve vivante, parce que mon contexte est bien différent. Mais en tout cas, c'est un message d'espoir énorme, parce que dans le parcours de guérison qu'elle décrit, voilà, elle explique aussi que voilà, bon, j'ai pas tout à fait terminé le livre, je suis arrivé presque à la fin, mais de ce qu'elle dit, enfin de ce que j'ai lu, c'est vraiment touchant, parce qu'à un moment donné, bon, elle explique comment elle s'en sort, et explique, bon, parce que bon, c'est vrai que moi dans mon discours je suis parfois très violent envers la psychiatrie, mais en même temps, bon, elle explique effectivement qu'elle a trouvé aussi des gens vraiment, enfin elle a trouvé vraiment des appuis à un moment donné, des gens qui justement l'ont pas réduit à sa maladie, à ce qu'elle pouvait renvoyer, et aussi elle a compris qu'elle s'en était sortie grâce à des personnes qui l'ont vraiment traité avec égard, comme une personne normale, voilà, et avec beaucoup d'humanité, voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, ce livre, pour moi, c'est vraiment un message d'espoir immense pour tous les gens à la fois les gens qui souffrent de cette maladie, et aussi l'entourage des gens qui souffrent de schizophrénie, par rapport au fait que bah ouais, on peut en guérir, quoi. Il peut y avoir rémission, et je pense que justement il faut pouvoir remettre en question tout le système psychiatrique aussi, par rapport à des représentations qui condamnent les gens d'avance, quoi. Enfin, qui sont dans des logiques de ce que moi j'appelle, enfin, j'invente rien, la prophétie autoréalisatrice, quoi. Enfin, voilà, la condamnation d'avance, et voilà, donc non, on peut s'en sortir, c'est possible, voilà, on peut encore une fois se résilier, enfin voilà, si on regarde une de mes vidéos, je fais toute une vidéo sur la résilience, voilà, on peut y arriver, enfin voilà, il peut y avoir une porte de sortie, une note d'espoir, donc voilà, donc Arnild Loven qui est devenu psychologue, alors d'ailleurs aussi, ça a un détail amusant, puisqu'en fait, à la départ, bon, cette jeune fille, bon maintenant je sais plus quel âge elle a,
un peu plus de 30 ans maintenant, un peu plus de 35 ans. Détail amusant, c'est qu'au début, donc, puisque sa maladie a duré plus de 10 ans quand même, voilà. Détail amusant, au début, donc son souhait c'était de devenir justement psychologue, etc. Mais une fois qu'elle est tombée malade, on lui a dit c'est pas possible, quoi. Donc voilà, on a aussi, c'est aussi ça que je dénonce par rapport aux gens malades, on leur brise leurs rêves, voilà. Donc ça je trouve ça extrêmement violent. Donc heureusement, bon après, comme elle a fréquenté plusieurs hôpitaux psychiatriques, bon voilà, elle a connu des hauts et des bas. Et enfin, je vais pas tout vous raconter quand même, mais bon, encore juste un petit mot, voilà, son parcours fait qu'à un moment donné, voilà, elle a pu s'en tirer, quoi. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir, je pense, avant tout de ce témoignage, voilà. Et du coup, moi, je me joins à son témoignage, enfin voilà. Pour moi-même témoigner par rapport à ça, pour dire oui, c'est possible de guérir, c'est possible de s'en sortir, et moi je pense que tout l'enjeu d'une personne schizophrène, c'est de pouvoir comprendre la fonction de sa maladie dans son contexte. Voilà. Et quand on comprend justement, on peut après s'en dégager. Et ça c'est important. C'est important pour pouvoir faire la nique à la fatalité. Voilà, c'est ça, j'ai envie de dire. C'est le message moi-même d'espoir que j'ai envie d'envoyer, de dire on peut faire la nique à la fatalité. Il n'y a pas de fatalité, on peut arriver à s'en sortir. Peu importe nos difficultés à la base, on peut encore une fois se résilier. Voilà, donc, mais la clé c'est avant tout de se laisser du temps. Voilà. Et quand je vois mon parcours et je vois le parcours d'Arnold, je me suis rendu compte que la clé c'est avant tout le temps. Voilà, il n'y a pas de se laisser du temps. C'est je pense l'arme la plus précieuse qu'on puisse avoir contre la fatalité. Voilà, le temps. Voilà. Et voilà, et bon, je me rends compte que du coup, pour l'instant, on n'a pas trop évoqué la communication et la crise. Bon, même si, effectivement, on l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, par rapport au fait que la communication, donc le schizophrène a sa propre façon de communiquer. Parce que bon, le schizophrène, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est dans son monde. Voilà, il est dans son monde, et que sa façon de communiquer entre en décalage, dans une forme de décalage complètement, qui peut paraître parfois complètement absurde pour les personnes qui l'entourent. Il est déconnecté de la réalité, quoi. Voilà, c'est ça. Il est déconnecté, mais lui, il est dans sa réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que il est dans son monde. Voilà. Et tout l'enjeu pour moi, par rapport à la schizophrénie, par rapport à la personne schizophrène, c'est de pouvoir arriver à ouvrir un espace de négociation, ouvrir un espace de dialogue. Enfin, moi je pense que, entre guillemets, entre parenthèses, pardon, quand on parle à un fou, parler normalement à un fou et il sera déjà moins, quoi. Moi c'est ce que je pense. Voilà. Donc moi je pense que l'idée c'est vraiment d'arriver à créer un espace, ce que moi j'appelle l'espace de création relationnelle. Voilà, un espace où on peut créer de la relation avec le schizophrène, et à un moment donné arriver à le reconnecter à la réalité de tout un chacun, enfin je veux dire qui puisse sortir de la violence du réel. Voilà, c'est ce que moi je pense, tout l'intérêt c'est de pouvoir négocier un espace pour qu'à un moment donné le schizophrène s'ouvre à nous, et à un moment donné de pouvoir le reconnecter dans la réalité, et qu'il soit plus confronté à la violence du réel. Voilà. Encore une fois, bon, j'ai fait il y a quelques temps une autre vidéo sur le réel. Si vous voulez de plus en plus d'informations sur ce que moi j'appelle le réel, je vous renvoie à la vidéo, je crois que c'est numéro 3 ou 4, je sais plus,
quand je fais la distinction entre le réel et la réalité. Voilà, par rapport à ce que je viens de dire, donc le fait de pouvoir ramener Dieu, de faire sortir de la violence du réel le schizophrène et le ramener dans une réalité beaucoup plus supportable pour lui et dans lequel il peut communiquer sereinement avec les autres. Voilà, donc par rapport à ça, il y a tout l'enjeu aussi des médicaments. Alors ça c'est un vaste débat aussi, l'efficacité des médicaments pour les personnes schizophrènes. Je pense que c'est un peu au cas par cas quand même. Voilà, je pense qu'effectivement pour certaines personnes ça fonctionne, pour d'autres ça fonctionne beaucoup moins, quoi. C'est ça. Ça fonctionne beaucoup moins, les neuroleptiques, etc. Les médicaments qui servent à canaliser les gens, etc. Enfin, moi je pense que c'est vraiment au cas par cas. Je pense que les médicaments, faut en prendre et en laisser, quoi. Voilà. Donc c'est ça, et que je pense qu'il faut être prudent, extrêmement prudent. Enfin moi si j'étais psychiatre, je pense que je serais extrêmement prudent à donner un traitement à quelqu'un de diagnostiqué schizophrène. Voilà, parce que ça aussi le diagnostic c'est aussi un autre problème, je pense. C'est une forme de c'est à la fois une forme de condamnation, mais en même temps ça peut servir aussi, puisque ça peut permettre de poser des mots sur des souffrances, et ça c'est vachement important, de pouvoir poser des mots sur des souffrances, de dire tiens bah ouais, je sais que j'ai ça, alors maintenant comment on fait, quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense que l'important c'est d'aider les gens à trouver eux-mêmes les réponses. Arnold le dit très bien à un moment donné, voilà. Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à la maladie, par rapport au traitement, entre guillemets au traitement qu'il faut pouvoir instaurer. Je pense que l'idée c'est de pouvoir offrir aux gens, aux malades, les outils et les clés qui leur permettent de trouver eux-mêmes les réponses. Et, voilà. Et en tout cas, moi, par rapport à ma propre histoire, par rapport à ce que renvoie Arnold, ce que j'ai compris, c'est que c'est important de pouvoir comprendre, vraiment, de pouvoir comprendre la fonction de la schizophrénie dans un contexte. Voilà. Quand on comprend sa fonction, on arrive à en sortir. Voilà. Mais ça demande énormément de temps, parce que il faut pouvoir le resituer entre guillemets, la maladie. Enfin, parce que moi je considère pas personnellement je considère pas la schizophrénie comme une maladie finalement. Je la considère comme c'est un mode de relation. Voilà. Enfin ouais, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi c'est juste un mode de relation à l'autre. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je le dis de manière un peu provocante, la schizophrénie c'est du flan. Enfin je veux dire, l'empathie c'est du flan à côté de la schizophrénie, pour comprendre les gens. L'empathie c'est que dalle par rapport à l'idée de la schizophrénie. La schizophrénie, on peut se mettre à la place de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, par rapport à mon expérience, par rapport au réel, c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai appris à dessiner. Parce qu'avant ça, moi je savais absolument pas dessiner. Je faisais, pour faire un bonhomme, je faisais un rond avec une croix. Voilà. C'est ça. L'expérience du réel, pour moi, c'est l'expérience du schizophrénique, c'est-à-dire d'être confronté au réel et encore une fois, dans cette idée où chaque réalité, il n'y a plus aucune frontière entre les réalités. On est aspiré dans toutes les réalités de manière complètement... On est submergé, voilà, d'informations, et on a l'impression qu'on va être aspiré par toutes les réalités existantes. Être aspiré et cette impression complètement folle d'être aspiré dans l'objet, pour moi c'est l'expérience ultime pour apprendre à dessiner. Voilà, parce que on se met dans la peau de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça l'expérience de la schizophrénie. Donc il faut comprendre aussi la violence que c'est, la souffrance que c'est. Je pense que pour le comprendre, il faut le vivre. Enfin, je vois pas comment, personnellement en tout cas, je pense qu'on comprend les choses qu'en les vivant. Voilà. Et vivre la schizophrénie, c'est vivre quelque chose d'extrêmement violent.
Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour témoigner de ça. Pour comprendre, enfin pour vraiment dire, voilà, quelqu'un qui est schizophrène, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Voilà, c'est quelqu'un qui souffre d'une manière quasiment sans limite, je dirais. Voilà, et que c'est extrêmement difficile pour lui de s'en sortir. Alors surtout quand on comprend que tout se met en place de manière plus ou moins involontaire, que tout se met en place pour qu'il reste ce qu'on appelle en systémique passion désignée. Voilà. C'est extrêmement complexe d'en sortir et pouvoir revenir de la folie, revenir du voyage au cœur de la folie. Enfin, moi j'aime beaucoup Alice au pays des merveilles. Enfin voilà, c'est une belle histoire par rapport à ça. C'est très poétique par rapport à ça, ce qu'a écrit Lewis Carroll par rapport à la folie. Enfin voilà, Alice qui tombe dans l'arbre, dans les racines de l'arbre, enfin, elle tombe au fond du trou du lapin blanc. C'est une très belle image pour expliquer ce qu'est la folie. Voilà, c'est un beau... faire ce voyage pour en revenir, c'est extrêmement difficile. Et donc du coup, on fait un peu tout et n'importe quoi finalement. Enfin moi je sais que, voilà, d'avoir été confronté à ma propre folie, à un moment donné, je faisais tout et n'importe quoi pour remonter, mais je savais... Enfin, voilà, c'était... bon, on peut en parler un petit peu si vous voulez. Bon, il y a eu... bon, j'ai fait de l'écriture automatique, j'ai fait des séances d'auto-rebirth, j'ai fait des choses... bon, après, ce que j'ai compris, c'était la catharsis de la création artistique. Voilà, parce que j'ai compris par rapport au dessin que plus je créais et mieux je me portais. Voilà, donc ça aussi, c'est-à-dire que la folie, quand on comprend la nature de la folie, on comprend que c'est une source de création infinie, la folie. Parce que justement, quand on descend au fond du trou de lapin blanc, on comprend ça. D'ailleurs, à l'image de... C'est un peu moi, ça me renvoie souvent au film Matrix. Quand il lui explique tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue, puis si tu prends la pilule rouge, tu vas au fond du trou de lapin blanc, bah c'est ça quoi. Voilà, donc tu vas au fond du lapin blanc, et enfin au fond du trou de lapin blanc, et tu comprends quand tu vas au cœur, quand tu vas tout au bout de la réalité, tout au fond des choses, enfin voilà, vraiment tu comprends que la réalité n'existe pas. Et donc du coup t'es confronté au réel. Voilà. Et la folie c'est ça, c'est la confrontation dans un réel, face au réel pur quoi. Enfin, voilà, il y a plus de réalité, il y a plus, donc tout ce qui est logique devient, enfin tout ce qui est normal devient complètement absurde, voilà, et il n'y a plus aucune logique. Et donc du coup on commence enfin, moi j'ai compris dans la création artistique que la folie est un outil extrêmement puissant, enfin une drogue extrêmement puissante pour créer, puisqu'on comprend que il n'y a aucune limite à la créativité par rapport à la folie, puisque il n'y a plus qu'une logique. Il n'y a plus qu'une logique. Et que quand on regarde le conte de Lewis Carroll, où tout s'inscrit dans quelque chose où il n'y a plus de logique, ça devient perturbant. Enfin, voilà, Alice, elle est perturbée quoi, dans son voyage quand même. Enfin, voilà, au départ, elle est très perturbée. Quoi, voilà. Mais après, au bout d'un moment, elle s'habitue. Voilà, elle s'habitue et puis elle va... C'est vraiment une belle histoire parce qu'après, bon, elle affronte le Jabberwocky qui pour moi est le symbole de notre... du monstre, de notre bourreau interne qu'on a tous en nous. Voilà. Enfin, pas bourreau interne, mais... pour moi, c'est le symbole de la perversion. C'est une allégorie, le Jabberwocky, c'est le symbole de la perversion. Voilà, c'est un peu comme c'est le mal absolu qui respire en nous et dont il faut pouvoir se débarrasser, enfin, qu'il faut pouvoir combattre. C'est nos démons intérieurs, quoi. Voilà, c'est ça. Et le Jabberwocky, voilà, symbolise ça. Et j'aime bien aussi l'image dans une autre histoire, le Seigneur des Anneaux avec l'anneau de Frodon, c'est la même chose. C'est-à-dire il porte aussi
c'est la confrontation de l'innocence face au mal absolu, l'épopée de Frodon, le voyage de Frodon. Voilà, et il doit porter cet anneau, ce fardeau, jusqu'à la montagne du destin, et le jeter dans la montagne du sein pour le détruire. C'est une très belle image aussi pour nous montrer la nécessité de ce combat intérieur, voilà. Et parce qu'on comprend finalement, quand on fait un certain... quand on passe un certain temps en psychothérapie, etc., à faire de l'introspection, voilà. On comprend que le premier adversaire, c'est nous-mêmes, en réalité. Voilà, c'est ça qu'il faut saisir. Le premier, il ne faut pas se tromper d'ennemi, quoi, par rapport au monde dans lequel on vit, dans cette société de la haine, etc. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. On est notre premier adversaire. Voilà. Et donc c'est une lutte permanente avec nous-mêmes. Enfin, surtout dans la société dans laquelle on vit, voilà, tout est fait pour comment dire, pour nous aspirer du côté obscur de la force, on va dire ça comme ça. Voilà, j'aime bien aussi le Star Wars aussi, il y a des belles allégories. Star Wars par rapport à tout ce que ça renvoie. Voilà. D'ailleurs, l'Empire contre la rébellion, c'est aussi une belle image. Enfin, voilà, l'Empire qui est dans ces logiques d'indifférenciation, et la rébellion, on constate que les rebelles, ce sont des gens qui sont justement dans la différence. Voilà. Voilà. Et pour moi, l'image de l'Empire, c'est à l'image dans Star Wars, c'est à l'image de ce que veut nous faire vivre la société de consommation. C'est un empire. Comme je disais, la consommation, c'est un empire de la bêtise. Voilà. Donc, et malheureusement, on comprend que l'histoire nous apprend que les empires sont faits pour s'écrouler. Donc la société de consommation risque de s'écrouler un jour aussi, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est avant tout un empire de la bêtise. Avant qu'on nous dise de vivre dans des pays démocratiques. Voilà, pour moi, on ne vit pas dans des sociétés démocratiques, on vit dans un empire de la bêtise. Enfin voilà, je referme la parenthèse par rapport à ça. Voilà, donc bon, effectivement, donc la schizophrénie, voilà, c'est complexe, et je pense que c'est important quand on travaille, enfin voilà, quand on est amené à travailler avec des gens schizophrènes, et d'essayer de les aider. Voilà, c'est important de ne pas les réduire à leur pathologie, à leur folie, ce qu'ils peuvent pas dire. Enfin voilà, l'expérience d'Armin me fait dire ça aussi. Enfin voilà, ce qu'ils peuvent pas dire, ils le montrent. Voilà, ce que les gens peuvent pas dire avec un langage normal, entre guillemets, ils le montrent autrement. Voilà. Donc, la schizophrénie, c'est un langage de la souffrance. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, c'est avant tout un langage de la souffrance. C'est la seule façon de communiquer que trouvent les gens pour s'exprimer par rapport à une souffrance qui ne peut pas être exprimée autrement. Voilà, c'est comme quelque chose qui sointe. Voilà, c'est un sointement. La schizophrénie, c'est un sointement par rapport à une souffrance, voilà, qui ne peut pas être montrée autrement. Voilà. Et encore une fois, dans cette fonction, voilà, ça a une fonction, parce que souvent, ce qu'on appelle encore une fois système le patient désigné, le patient désigné, il a une fonction dans un contexte, dans une famille, etc. Et que souvent, cette fonction-là, ça sert à protéger quelque part la famille, ça permet de garder une unité finalement. C'est ça, c'est-à-dire que le patient, et là on arrive à l'idée de la crise, un patient désigné, voilà, quelqu'un pour lequel on va et que lui va porter, enfin on va lui faire porter des souffrances, etc. machin. Mais lui pour autant souffre aussi, enfin je veux dire, c'est pas non plus, on lui fait pas que porter les choses, lui aussi il est dans son souffrance. Voilà, le patient désigné permet d'empêcher dans un fonctionnement donné, dans un système familial ou dans un groupe de personnes, voilà, il empêche ça empêche la crise, ça empêche un effondrement du système.
Voilà, ça a une fonction de unificatrice, le perso désigné a une fonction unificatrice. Un peu comme le bouc émissaire d'ailleurs. Voilà, ce qui s'inscrit d'ailleurs un peu dans la même logique. Le bouc émissaire, il sert à garder une unité dans un groupe. Voilà, et que le bouc émissaire, il sert à juguler une violence collective. Voilà, c'est ça. Et que l'agneau qu'on sacrifie, donc le bouc émissaire, voilà, par rapport à comment dire, à la culture judéo-chrétienne. Donc le bouc émissaire, l'agneau qu'on sacrifie, on le sacrifie sur l'autel de la violence collective. Donc voilà, quand on sacrifie un bouc émissaire ou un perso désigné, voilà, on le sacrifie. Parce qu'à un moment donné, le perso désigné, si le contexte devient trop insupportable, le perso désigné, il peut, je sais pas, il peut se suicider, on peut le détruire quelque part. Donc si quelque part il y a une forme de sacrifice par rapport au bouc émissaire, par rapport au perso désigné, ça sert à apaiser le groupe. Soit d'une violence collective, soit d'une souffrance. Enfin voilà, ça a une fonction d'apaisement. Voilà, donc le perso désigné, pour moi, c'est quelqu'un qui porte énormément, qui porte beaucoup trop. Voilà. Et tout le problème, c'est de pouvoir l'aider à se décharger justement pour qu'il porte moins et qu'il puisse sortir de son rôle de victime aussi. Voilà. C'est ça. Mais encore une fois, c'est très très difficile puisque une victime, elle apporte des bénéfices secondaires à ceux qui ne le sont pas. Voilà. Donc du coup, c'est très très complexe de sortir de son rôle de victime. Voilà. Enfin moi, c'est comme ça que je comprends les choses et c'est comme ça que j'explique. Enfin, j'essaye d'expliquer l'idée que les schizophrènes, c'est difficile pour eux d'en sortir aussi parce que je pense que bon, effectivement, il y a cette fonction de l'idée des patients désignés, mais aussi parce que c'est très complexe de trouver, encore une fois. Je pense qu'il n'y a pas un traitement, enfin, quand je parle de traitement, je parle de. C'est pas forcément avec des médicaments, hein. Je parle de traitement, c'est un traitement dans la relation. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, quoi. Je pense que c'est au cas par cas et que, encore une fois, comme le souligne Arnild, c'est d'aider la personne à trouver la réponse, à trouver ses réponses, ses propres réponses. Il n'y a pas une réponse toute faite dans le traitement de la schizophrénie. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Il n'y a pas une réponse toute faite. Et c'est des réponses selon le contexte. Et comment aider. L'idée, c'est comment faire émerger avec la personne schizophrène, comment faire émerger avec elle ces réponses qui vont l'aider à s'en sortir. À sortir de sa maladie. Voilà, et encore une fois, quand je dis maladie, je mets beaucoup de guillemets, parce que pour moi c'est pas forcément une maladie. D'ailleurs, je crois que c'est Karl Whittaker qui le disait bien, nous sommes tous schizophrènes. Je pense qu'il a raison quelque part. On est tous schizophrènes à des degrés divers. Et voilà, et moi je pense que en tout cas, moi, c'est l'expérience que je fais de la schizophrénie. La schizophrénie nous enseigne que l'identité n'existe pas. Voilà, le concept d'identité, c'est une vaste blague pour moi. L'identité, c'est ce que les autres nous renvoient, mais c'est pas ce qu'on est, c'est pas ce qui nous définit. L'identité, c'est une hypothèse de réalité, l'identité. C'est une image à l'instant T, quoi. Voilà. Là je vous parle maintenant, on est fin janvier, je sais plus, on est le 28 ou 27 janvier 2014. C'est moi à l'instant T, mais dans 6 mois je serai autre. Voilà. L'identité, il n'y a rien de figé là-dedans, c'est une évolution, encore une fois. Quand on sort de cette victime, on devient témoin, on comprend qu'on devient témoin de l'évolution. L'identité, c'est juste, ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire, c'est juste dans un moment intime, il y a une identité, mais après, on s'inscrit avant tout dans une continuité. Et alors justement, ce qui est complexe pour guérir, effectivement, pour revenir à la schizophrénie, ce qui est complexe dans cette continuité, c'est de pouvoir changer.
Voilà, c'est de pouvoir changer profondément de rôle, de place, etc. Puisque le problème de changer, c'est qu'on brise cette continuité. Et que ça dérange du coup, ça peut déranger les autres. Voilà. Puisque changer, on comprend que changer, ça rassure absolument pas. La plupart du temps, ça rassure pas les autres, ça les angoisse. Voilà. Donc c'est très complexe de briser cette continuité. Voilà. Voilà, je pense que l'identité, effectivement, elle n'existe pas. Et que la schizophrénie s'inscrit dans le fait d'avoir l'impression d'être possédé. On n'est plus maître de nous-mêmes, on se dépersonnalise. Voilà, c'est ça aussi la schizophrénie, il y a une forme de dépersonnalisation. Et il faut pouvoir reprendre le contrôle. Enfin, moi, comme je dis de manière humoristique maintenant, je parle de schizophrénie. À schizophrénie aussi avec beaucoup d'humour. L'important, c'est pas très grave d'être plusieurs dans notre tête. L'important, c'est de savoir qui est le chef, quoi. Voilà, c'est ça. De savoir qui est le chef, ou l'autre chose importante, c'est qu'ils s'entendent tous bien ensemble, quoi. Voilà. Donc, on peut être plusieurs dans notre tête, c'est pas très grave. L'important, c'est de savoir qui est le chef et qu'ils s'entendent tous bien ensemble. Voilà, s'ils s'entendent tous bien ensemble, il n'y a aucun souci. on peut être plusieurs dans notre tête, il n'y a pas de problème. C'est pas gênant. Et au contraire, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de. Encore une fois, par rapport à l'empathie, ça permet de se mettre. On peut jamais vivre à la place des autres, ça c'est clair, mais en tout cas, on peut essayer de comprendre le fonctionnement des autres. Voilà, et de comprendre le fonctionnement des autres, c'est vachement important parce que ça permet du coup d'entrer en relation avec eux de manière sereine. Voilà, donc pour moi la schizophrénie ça devient un outil thérapeutique, quoi. Ça devient une arme assertive. Voilà, un outil de ce que moi j'appelle l'outil d'abstraction pure. La schizophrénie pour moi ça devient un outil d'abstraction pure et du coup l'empathie c'est du flon à côté, quoi. Voilà, vraiment, c'est ce que je pense. Voilà, bon, je pense qu'on va aller, on va plus aller trop loin dans cette vidéo. J'en ai déjà dit pas mal, je vois pas d'autre que je peux dire pour l'instant par rapport à ça. En tout cas, voilà, je tenais à faire ce témoignage par rapport à la schizophrénie. Voilà, par rapport à tout ce qui est renvoyé par rapport à ce terme qui fait peur souvent. Moi, je pense qu'il faut pas en avoir peur, au contraire, il faut oser aller vers ces gens-là. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Enfin, moi, j'ai appris énormément. Bon, après une fois, c'est encore une fois lié à ma propre histoire. J'ai appris énormément en termes de. Comment dire ? J'ai beaucoup appris davantage avec ces gens-là qu'avec des gens entre guillemets dits normaux, puisqu'en réalité, ça nous met en. Travailler avec ces gens-là, ça nous met en rapport avec notre propre humanité. Voilà. Et de pouvoir. Entrer en relation avec ces gens-là, ça permet de tester notre humanité, j'ai envie de dire. Voilà, jusqu'où ça permet de tester nos limites. Moi, c'est ce que j'ai compris. Le travail avec des gens schizophrènes, ça teste nos limites, jusqu'où on va. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience schizophrénique, en réalité, on est confronté effectivement à notre propre folie, mais on est surtout confronté à la peur de la folie à la peur de la folie des autres. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. L'expérience schizophrénique, c'est ça. On est confronté à notre propre folie, mais on est avant tout aussi confronté à la peur de la folie des autres. Donc quand on se met à la place d'un schizophrène, on comprend qu'on a besoin... Encore une fois, dans l'idée de la résilience, c'est important de pouvoir avoir des figures repérantes, des visages repérants, des gens bienveillants malgré les souffrances qu'on peut renvoyer. À un moment donné, d'avoir qui est, comme je dis, quand on va au fond de nous-mêmes, on va dans les zones d'ombre, quand on explore, on comprend qu'on tombe dans nos zones d'ombre, les zones d'ombre de nous-mêmes les plus sombres. Enfin voilà, c'est important d'avoir une lumière à un moment donné, d'avoir
une espèce de fil d'Ariane à un moment donné, et une lumière plus ou moins éloignée, et qui nous permet de retrouver le chemin vers la lumière, quoi, enfin vers notre propre humanité. Voilà, et ben écoutez, je vous dis à plus tard donc, pour la vidéo numéro... alors attendez, je calcule numéro 8, parce que celle-là c'était la numéro 7. Voilà, donc je vous dis à plus tard, et puis ben, pour un nouveau thème. Voilà, alors bon, j'avais pris 4 thèmes au départ, bon j'ai pas forcément... schizophrénie, communication, crise, système je crois, je sais plus, ouais c'est ça. J'ai peut-être pas forcément respecté les 4 thèmes, mais bon voilà, c'est vrai que bon, je savais pas trop s'il allait avoir un lien. Ah, les paradoxes, pardon, ouais. Communication, crise et paradoxes, c'est pas système, pardon. Les paradoxes, bon on en a parlé un tout petit peu de tout ça, mais bon voilà, le thème central c'était quand même la schizophrénie, voilà. C'était comme ça, l'idée centrale c'était de vous parler de ça, vous livrer mon témoignage, et aussi donc voilà, je vous conseille si le sujet vous intéresse effectivement ce livre. Donc d'Arnhild Loveng, donc psychologue norvégienne, donc Demain j'étais folle aux éditions Autrement, qui est sorti il y a pas très longtemps. Voilà, qui aborde ce sujet et qui est vraiment très bien ce livre. Voilà, il est vraiment très bien. Voilà, allez, ciao, salut.